Un paysan arrive sur ses 70 ans. Il vit seul, tranquille, comme un homme de la campagne, entre ses poules, ses lapins et les parties de pêche. Mais un jour, il reçoit la visite de Michel, une gamine de 20 ans, qu'il a connue toute petite, et qu'il emmenait autrefois avec lui pour taquiner le goujon. « Alors, Michel, comment ça va ce matin? T'as bien dormi? »« Oui, papy Damien. » Mais en regardant Michel, on voit que la petite fille a du mal à ouvrir les yeux, même si elle fait des efforts pour faire rentrer une énorme tartine beurrée recouverte de confiture d'abricot dans un grand bol de café au lait. La preuve, une de ces deux nattes trempe dans le bol. « Mais enfin, regarde-moi ce que tu fais !» Et papy Damien, de sa grosse main calleuse de paysan, remonte la natte et essuie sur la serviette le ruban rose qui est au bout. Madame Charleret, la maman de Michel, sort de la cuisine en s'étirant. C'est une belle blonde, encore en chemise de nuit à fleurettes. « Bonjour, monsieur Damien. »« Ah, regardez-moi cette idiote. Elle dort debout depuis que nous sommes arrivés en vacances. » Et la maman s'étire avec délice en offrant son visage au soleil qui brille sur le pays nantais. « Elle est bien mignonne, votre petite. » Damien, de ses yeux bleus un peu délavés, lorgne sans en avoir l'air le décolleté de madame Charleret. « Ne vous y fiez pas, c'est un vrai diable quand elle est réveillée. C'est un garçon manqué. Vous voulez une tasse de café? Non, merci, il faut que je me sauve. Sinon, le gardon n'attend pas. » Michel sort de sa torpeur et s'intéresse soudain à la pêche. « Tu m'en rapporteras du gardon? »« Mais oui, ma poulette. »« Ça t'amuserait de venir avec moi? »« Je te montrerai une petite canne. » Michel interroge sa mère du regard. « Ah, si vous voulez vous en charger, ça sera pas de refus, hein. Je l'ai toute la journée dans les jambes, et comme elle n'a pas de petite camarade dans le coin, elle me rend folle. » Et c'est ainsi que Michel, petite parisienne de 10 ans, part pour sa première partie de pêche en compagnie du père Damien, l'ancien forgeron moustachu aux mains calleuses. Le soir, elle rapporte fièrement sa pêche à sa mère. Pas de quoi nourrir la famille, juste assez pour régaler le chat. À partir de ce jour, Michel et Damien sont inséparables. Ils disparaissent souvent pour toute la journée avec un joli panier de pique-nique préparé par la blonde madame Charleret. Et ces parties de pêche vont se renouveler pendant les 3 années suivantes. Laissons passer le temps. Dans la nuit chaude de l'été, une moto rouge avance dans un chemin de terre, doucement, comme si le conducteur cherchait sa route. Tu es sûr que c'est par là? Ouais, mais tu sais, ça fait au moins 7 ans que je n'ai plus remis les pieds dans ce patelin. Ma mère ne vivait pas encore avec Marcel. La moto s'arrête. C'est un gros engin dont le moteur ronronne doucement. Au loin, dans la campagne endormie, on entend un chien qui aboie. Tout près, des grenouilles coassent doucement. N'empêche que si on avait une 4 routière, on s'y retrouverait plus facilement. Bon, pour l'instant, on n'en a pas, hein. Alors arrête de grogner. On n'a pas d'autre solution, Philippe. Philippe remet doucement les gaz et la moto continue d'avancer entre les champs et la rivière. Tu crois qu'on va trouver un coin pour dormir? Au tournant, il doit y avoir la grange de la mère Salavin. C'est toujours plein de foin. On sera bien à l'abri s'il pleut. Et les 2 mystérieux motards, un garçon et une jeune fille d'environ 20 ans, s'approchent de leur destination. S'il faisait jour, les gens du pays reconnaîtraient peut-être la petite Michel, la petite blonde aux nattes nouées de rubans roses qui, il y a quelques années, faisait de si bonnes parties de pêche avec le père Damien, son inséparable copain. Quelques instants plus tard, Michel et Philippe, discrètement entrés dans le hangar, quittent leur casque de motard, leur combinaison de cuir, leurs bottes, et se glissent dans leur sac de couchage à 2 places. En chuchotant, ils révisent mentalement le projet qu'ils ont en tête. Philippe est un petit peu préoccupé. « Tu crois que tu arriveras à t'y retrouver? Mais t'en fais pas, Philippe. La baraque est toute petite. Et il est trop près de ses sous pour faire des grands changements. » Michel mâchonne une brindille. « Mais tu crois qu'il viendra? Mais non seulement il viendra, mais il va courir. Mais je le connais bien. » Le lendemain, en fin de matinée, Michel rejoint Philippe. Il est toujours habillé de cuir noir et il l'attend près du lavoir de Maury. Elle arrive en souriant. Elle porte à présent une robe de jersey ultra courte qui découvre ses cuisses bronzées. Philippe ne lui laisse pas le temps de s'approcher. « Alors, comment ça s'est passé? »« Super. Il m'a reconnu tout de suite et embrassé comme du bon pain. On a bu un coup et figure-toi qu'il m'a donné un panier de fraises. Elles sont géniales. » Michel a les lèvres barbouillées et elle glisse une fraise toute juteuse entre les lèvres de Philippe qui veut en savoir davantage. « Et pour ce soir, il est d'accord? »« Oui, pas de problème. »
Il a demandé pourquoi je lui donnais rendez-vous si tard et pourquoi je ne voulais pas revenir chez lui. Mais j'ai dit que tu étais jaloux. Tu lui as parlé de moi? Non mais t'es cinglé ou quoi? Suppose qu'il aille en parler à quelqu'un, mais t'en fais pas. J'ai assez remonté ma jupe pour qu'il ne parle à personne de notre rendez-vous. Je crois qu'il est bien accroché. Et pour le pognon? Je lui ai demandé qu'il me prête 100 balles. Eh bien, apparemment, il range toujours sa petite cagnotte dans son vieux pot à cornichons. Ça a l'air plein à ras-bord. Le lendemain soir, à la tombée de la nuit, dans le bistrot de Mory-le-Bois, à quelques kilomètres de là, les clients attardés pour discuter des derniers résultats de foot voient entrer un motard en tenue de cuir noir. « Bonsoir, monsieur, dame !» La patronne répond avec un sourire commercial « Bonsoir !» Elle finit de servir un petit blanc sec. Le motard s'est approché du coin des cigarettes. « 2 paquets de gitanes et un briquet. » Au moment de partir, il réfléchit. « Puis je voudrais une bière. » La patronne tire une canette du frigo et avance un verre. Les clients, qui n'ont rien de mieux à faire, détaillent le jeune homme aux cheveux ras de la tête aux pieds, sans rien dire. Dès qu'il quitte le café, dès qu'on entend le bruit de la moto qui démarre, un client prend la parole. « Dis donc, Roland, t'as vu les bottes du mec ?» La patronne lève les sourcils. « Non. Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial ?»« Ah, c'est drôle. Il m'a semblé qu'elles étaient tachées de sang. »« Ah bon? T'es sûr? C'était peut-être de la peinture. Ça m'étonnerait. D'ailleurs, regarde. On dirait qu'il en a laissé là, en bas, quand il attendait que tu lui donnes des gitanes. » Aussitôt, tous les clients se précipitent vers une tache suspecte. Et en effet, presque à hauteur du sol, sur le marbre du comptoir, on distingue une marque rouge. Roland, la patronne, apporte une lampe torche. Quelqu'un pose le doigt sur la marque. Ça a bien l'air d'être du sang. Celui qui a posé le doigt sur la tache rouge renifle son index. Qu'est-ce qu'on fait? Mais à cet instant précis, l'adjudant de gendarmerie Lenormand entre dans le café. Lui aussi vient refaire sa provision de tabac. « Bah, vous arrivez bien. » Roland braque sa torche sur la marque suspect. « À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? » « C'est du sang ?» L'adjudant Lenormand pense que ça en est. Mais du sang de quoi? Humain? Animal? À tout hasard, le gendarme sort son calepin et recueille une description détaillée du motard et les noms des personnes présentes. On ne sait jamais. Et puis il part en disant « Pour l'instant, laissez la tâche. On pourrait avoir besoin de faire un prélèvement et une analyse. » Un client le rassure. « Vous en faites pas. La patronne n'est pas une enragée de la serpillière. Elle va vous laisser ça en place tout le temps qu'il vous faudra. » Et chacun rentre chez soi en se demandant pourquoi ce motard mystérieux laisse des traces sanglantes. C'est le lendemain matin qu'on aura la réponse. Non loin de là, Jean-Noël Guillet, un habitant de Mory-le-Bois, en prenant le raccourci qui mène du champ de foire au cimetière, passe par le petit bois qui longe l'ancien lavoir. Et là, il aperçoit des bottes au caoutchouc sortant d'un buisson, pointure 45 à vue de nez. Ce qui lui semble bizarre pourtant, c'est que ces bottes sont parallèles, les pointes dressées vers le ciel, comme s'il y avait encore des pieds dedans. Jean-Noël s'approche. Bah oui, il y a des pieds dans les bottes et même un bonhomme tout entier qui n'a pas l'air de bouger. Jean-Noël reconnaît tout de suite le père Damien. Il a l'air de réfléchir en contemplant la cime des arbres au-dessus de sa tête. Jean-Noël s'inquiète. « Ça ne va pas, Damien ?» Et comme Damien continue sa contemplation silencieuse, il le secoue un peu. La tête de Damien bascule sur le côté, comme s'il était fatigué, très très fatigué. Son regard bleu et fixe se met alors à contempler le gazon qui lui rentre un peu dans l'œil. C'est à ce moment que Jean-Noël voit la gorge du vieux forgeron tranchée nette. Rien d'appétissant. Alors Jean-Noël comprend tout d'un seul coup. Merde, il est mort. Et voilà Jean-Noël qui se met à courir sans trop savoir vers où. Vers la première maison, celle de la mère Salavin. Madame Salavin, vous avez le téléphone? La mère Salavin, qui est en train de plumer une poule sur le seuil de la maison, demande prudente avant de répondre. Pourquoi faire? Jean-Noël s'arrête, essoufflé par sa course. Il y a le père Damien qui est mort dans le bois du lavoir. Mais mort de quoi? Justement, il m'a semblé qu'il y avait du sang partout sur sa chemise. Faut appeler la gendarmerie. Je n'avais pas appelé la blanchisserie. 20 minutes plus tard, les gendarmes sont là,
avec tout ce qu'il faut pour embarquer le père Damien et faire les constatations d'usage. On crée un périmètre d'isolation autour du corps et on photographie et on mesure. Comme par enchantement, 40 personnes à qui personne n'a téléphoné se retrouvent aussitôt sur les lieux. Les conclusions sont évidentes. Damien a reçu plusieurs coups de couteau en pleine poitrine, puis on lui a tranché la carotide. Les gendarmes, d'une brigade à l'autre, lancent une enquête. Et c'est à ce moment que l'adjudant Lenormand fait le rapprochement entre le crime et la tâche sanglante sur le bar du comptoir de Madame Roland, le bistrot tabac. On établit aussitôt une relation entre le motard aux bottes sanglantes et un jeune couple qui parcourt la région sur une belle moto rouge. Et en consultant les fichiers, on identifie le conducteur de l'engin, Philippe Daquin, originaire de la région, âgé de 25 ans, et déjà plusieurs fois interpellé pour des délits mineurs. Très vite, Philippe est à nouveau arrêté. Les examens de laboratoire confirment, hélas pour lui, que les taches rouges de ses bottes et celles laissées sur le comptoir de Madame Roland sont des taches de sang, le sang qui est sorti à flot de la gorge tranchée de Damien quand Philippe lui a fendu la carotide avec son joli poignard. Ah, une pièce de collection qui porte une croix gammée nazie. Il était encore glissé dans la botte de Philippe quand on l'a incarcéré. Philippe et Michel n'ont plus qu'à avouer, et Michel explique sa version des faits. Oui, Philippe et moi, on avait besoin d'argent pour se mettre en ménage. On a cherché comment s'en procurer. On a arraché quelques sacs à des vieilles à Nantes, mais à chaque fois, on ne récoltait que 100 ou 200 balles, plus la monnaie. Alors Michel a pensé au père Damien. Quand on est arrivé à Mory-le-Bois, je suis allé toute seule chez lui le matin. J'avais changé de tenue, pour qu'il se méfie pas. La tenue de motard, ça aurait pu l'inquiéter. Puis il m'aurait demandé où était l'engin. Tandis que là, je lui ai dit que j'étais de passage dans la région, que j'avais pris l'autobus. Et il n'a pas été surpris, demande le capitaine de gendarmerie qui l'interroge. Tiens, voilà ma ptiote qui m'a dit. Et ensuite, il m'a embrassé, il a sorti une bouteille de muscadet, on a trinqué. Et ensuite, je lui ai demandé qu'il me prête un peu d'argent, rien que pour voir s'il planquait toujours sa cagnotte au même endroit qu'autrefois, quand il me donnait des sous pour que j'achète des sucettes et que je me taise. Pour que vous vous taisiez? Oui. T'es un vieux dégoûtant. Michel prend soudain l'air buté. Un vieux dégoûtant ou pas, vous lui avez tendu un piège. Mais justement, il n'attendait que ça. Quand je lui ai donné rendez-vous à 11h du soir près du lavoir, je lui ai fait comprendre que j'étais prête à faire tout ce qu'il voudrait. Comme autrefois. À 70 ans, vous pensez qu'il en avait encore envie? Ah oui. Et c'est pour ça qu'il est venu sans se faire briller. Et ensuite? Ensuite, Philippe l'attendait derrière un buisson. Il lui a sauté dessus et, comme il commençait à brailler, il l'a achevé comme les commandos. D'un seul coup, sous l'oreille. Et ensuite, vous êtes allé chez Damien pour emporter ses économies. On avait vraiment besoin d'argent pour se mettre en ménage. J'attends un enfant. Et puis si ce vieux cochon ne m'avait pas tripoté quand j'étais gamine, ça serait pas arrivé. Damien, le vieux forgeron aux yeux bleus et aux grosses moustaches, n'est plus là pour nous donner sa version des faits. Mais tout de même, qu'est-ce qui a bien pu le décider à rejoindre la petiote à 11h du soir, dans le bois et près du lavoir? C'est une cellule de prison autrichienne. Un assassin célèbre y a tourné en rond pendant des années. Il en est sorti. Il y est retourné. Il y vit sa dernière heure. C'est étonnant un assassin qui prend des vacances hors de sa prison. 17 ans de prison, 3 ans de vacances. C'est que Jacques Unterweger n'est pas un assassin comme les autres. Sa vie se passe en 2 actes. Premier acte. Condamné à perpétuité à l'âge de 24 ans, il va sortir de prison avant la fin de son temps et il a 41 ans. En prison, ce garçon bizarre, intelligent et même brillant a fait une ascension spectaculaire sur l'échelle sociale. Ce n'est plus un assassin minable, un délinquant de dernier ordre, c'est un écrivain. D'abord, il a fait des études, il s'est inscrit à des cours par correspondance pour apprendre à écrire, se familiariser avec la construction littéraire, la technique de l'écriture. Et puis, il a passé son bac. Puis, il a écrit sa vie, comme presque tout le monde. Et, fait exceptionnel, il a été édité. Évidemment, toute la presse en a parlé. La presse autrichienne, mais aussi la presse française, italienne, américaine.
L'auteur en prison de cette œuvre intitulée « Le Purgatoire » est donc devenu très célèbre et très riche, à tel point que tout le monde a fini par mettre de côté, sinon par oublier, le fait qu'il avait étranglé une jeune fille de ses mains après l'avoir violentée en 1974. On ne s'intéresse plus qu'à son talent d'écrivain, à son enfance malheureuse, à sa mère prostituée, à ses expériences homosexuelles. Bref, il est devenu la coqueluche de l'intelligentsia de Vienne. Danger. Il y a toujours danger à déformer un personnage, à le mettre en lumière comme un papillon, à l'encourager à volter dans le vedettariat s'il est fragile. Tout le monde n'est pas capable de se réinsérer dans la société traditionnelle avec calme et sérénité, avec repentir aussi. Or, il a écrit un livre qui parle de purgatoire, mais pas de repentir, qui parle de son crime, de son arrestation, de sa punition, mais pas de ses mobiles, qui parle des femmes, mais pas de sa mère. Une mère prostituée, qui a pourtant horriblement marqué son enfance et son adolescence, et qu'il n'a vue en tout et pour tout que 2 fois dans sa vie. Une fois nue, dans l'exercice de son métier, une autre fois pour lui dire bonjour, et elle lui a pris le peu d'argent qu'il avait. Elle est donc importante, cette mère de trottoir, dans le mental du garçon. Mais ce jeune garçon enfermé dans une prison sinistre, qui s'avère poète, écrivain de talent, directeur de sa propre revue littéraire, c'est intéressant pour les médias. Alors, au diable, les détails psychopathologiques. Il fascine. Il est le seul auteur édité en prison et avec succès. Il donne des interviews, il fait l'artiste sur les photos, tant et si bien que les intellectuels dits de gauche en Autriche font pression sur la justice afin qu'il soit libéré. Et la libération est accordée en 1990. Jacques sort donc de la prison de Graz en Autriche après 17 ans de peine accomplie. Il s'achète un appartement luxueux et roule en Mercedes. La galère est finie. Modèle de réinsertion sociale, fêté et invité partout, Jacques fait des conférences, devient journaliste, voyage énormément. Il a publié 11 livres et peut vivre de ses droits d'auteur sans problème. On le reçoit dans les salons. Plus personne ne lui demande pourquoi en 1974 il a étranglé une jeune lycéenne. Plus personne ne lui parle de sa mère prostituée, de sa haine des femmes, de son besoin de les humilier, de les dominer. Son côté sadique est devenu presque mondain. Il se sert de menottes pour aimer une dame, mais le monde et la sexualité en ont vu d'autres. Il existe pourtant des rapports psychiatriques de son procès en 1976 qui parlent de pulsions meurtrières, de tendances psychopathes, et il a avoué ce crime. Mais le passé est le passé. Deuxième acte. 1992, un policier autrichien se retrouve face à une série de meurtres de prostituées qui ressemblent au premier meurtre de Jacques l'écrivain. Et il ose demander à Jacques l'écrivain si par hasard il ne serait pas redevenu Jacques l'étrangleur. 8 femmes, peut-être 11 prostituées ou filles légères, comme on dit, ont payé de leur vie une rencontre fortuite avec un assassin en série qui utilise toujours le même style. Il entraîne sa victime dans sa voiture ou dans un fourret et l'étrangle avec un de ses sous-vêtements, le soutien-gorge en général. Et ces 8 ou peut-être 11 femmes ont toutes, curieusement, croisé sur leur chemin Jacques l'écrivain. Il était là, à proximité des lieux de tous les crimes, faisant son enquête sur le milieu de la prostitution pour une série d'articles ou pour un nouveau livre. Le policier dit au procureur « Ma main a coupé que c'est lui ». Grand scandale dans les médias à nouveau. Jacques l'écrivain commence par crier son innocence, donne une conférence de presse, parle de complot contre lui. Il dit en résumé « J'accomplis maintenant mon métier de journaliste, je cours le pays pour une enquête sur les prostituées et l'on veut m'imputer cette série de crimes sous prétexte que j'étais dans les mêmes endroits que le tueur. » Évidemment, on ne fait pas une enquête sur la prostitution dans les salons littéraires. Il n'y a aucune preuve contre moi, c'est une cabale. Pourtant, il disparaît de Vienne, juste avant son arrestation, en compagnie de sa dernière fiancée en date, une jeune fille nommée Bianca. La cavale les mène de Paris, où ils abandonnent une voiture, à Los Angeles, où ils s'installent officiellement. Jacques, l'écrivain journaliste, y a déjà fait un séjour l'année précédente, et bizarrement, durant ce séjour, 4 prostituées y ont été étranglées, selon le style Jacques. Les Américains commencent à s'intéresser eux aussi à ce visiteur gênant, à peine a-t-il mis les pieds chez eux. Partant du principe qu'il vaut mieux se faire voir et parler que se cacher honteusement
Pour avoir l'air innocent, Jack pose pour des magazines américains douteux et n'ayant plus d'argent, accepte n'importe quoi pour empocher quelques dollars, y compris des photos pornographiques. L'une d'elles porte même une légende de style provoque. « Bonjour, hello, c'est moi le serial killer ». Douteux. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit en Autriche. Ne disposant d'aucune preuve directe sur les 8 ou 11 meurtres, le procureur déclenche toute une série d'analyses et de tests. On parle de cheveux retrouvés dans sa voiture, de fibres textiles sur les cadavres, et peu à peu, lentement mais sûrement, l'intime conviction du procureur devient certitude avec preuve à l'appui. Une demande d'extradition est présentée aux États-Unis, et les intellectuels autrichiens livrent encore un combat d'arrière-garde. Il y a toujours au sujet de Jack, l'écrivain, des partisans de sa réinsertion miracle et du talent justifiant l'innocence. Bien au-delà de ce fatras médiatique, la justice a suivi son cours et reconnu aussi ses erreurs. Erreurs qui consistent essentiellement à n'avoir écouté qu'un psychiatre lors de sa demande de libération. Il affirmait, ce spécialiste, que Jack n'était pas, ne pouvait pas être un récidiviste, donc qu'il était humain de le relâcher dans la nature. L'homme était normal. Erreur de jeunesse. La pétition des intellectuels est donc prise en considération assortie de cette appréciation combinatoire de l'expert. Mais 8 femmes, peut-être 11, sûrement 11, sont mortes en 2 ans, entre 1990 et 1992. Jacques le tueur est donc ramené en Autriche, livré par la police de Los Angeles, laquelle attend l'issue de son procès en Europe pour en entamer un autre à Los Angeles. Et en 1993, les commentateurs se posent la question. Son avocat sera-t-il assez habile pour le sortir de là une fois de plus? Son cas est difficilement défendable cette fois. 1994, c'est le procès. La défense a effectivement des problèmes. Pour chacun des meurtres dont on l'accuse, Jacques n'a pas d'alibi. Par contre, sa présence est prouvée toujours non loin des lieux du crime et systématiquement. Il ne s'agit là que de soupçons ayant entraîné la conviction du procureur. Mais ce n'est pas tout. Un cheveu, un seul et unique cheveu, se dresse contre Jack l'étrangleur. Il a été retrouvé dans sa voiture. Il appartient à une prostituée tchèque assassinée à Prague lors d'un séjour de Jack, le conférencier journaliste. Outre les témoignages qui le situent sur les lieux du crime, outre les similitudes du crime de 1974 avec ceux des années 90, outre les nouvelles expertises psychiatriques qui le définissent comme une personnalité narcissique, sadique et demandent l'internement à vie, il y a donc ce cheveu. Et il est irréfutable, ce cheveu. Effectivement, contre ce cheveu, Jacques ne peut rien. Les jurés sont fascinés par ce cheveu et aussi par d'autres éléments de l'enquête, bien sûr. Mais ce cheveu est une preuve qui soulage devant cet être insaisissable, brillant, qui n'a cessé de mentir, de faire le beau, de séduire, de raconter des histoires, d'occuper le devant de l'affiche. Ce cheveu, c'est la faille qui permet d'avoir une certitude. Alors les jurés sont convaincus de la culpabilité de Jack. 5 jurés sur 7. La majorité est large. Dans le box des accusés, Jacques écoute à peine le verdict et déclare hors de lui « C'est une erreur judiciaire, je vais faire appel, j'ai payé ma dette !» En sortant du tribunal, son avocat s'adresse à ses gardiens. « Faites attention à lui, il va se suicider, il me l'a dit et il le fera !» Et Jacques confirme aussitôt aux gendarmes autrichiens qui l'emmènent « Je le ferai !» En prison, à Gans, comme ailleurs, on ne dispose en général de rien pour se suicider. On vous enlève votre ceinture, vos lacets et votre cravate, tout ce qui pourrait servir à se pendre ou à s'étrangler. Pas de couteau, pas d'objet métallique pouvant provoquer des blessures, pas de médicaments, autrement qu'au compte-gouttes. À Gans, qu'il connaît par cœur, Jack attend son transfert dans un établissement pour détenus malades mentaux. Et il n'a rien sous la main pour mettre fin à ses jours. Rien. Ses gardiens passent devant la cellule toutes les demi-heures et vérifient ses occupations. Entre le mardi 28 juin, jour de sa condamnation, et le jeudi 30 juin, jour de son transfert chez les malades mentaux, il est donc sous surveillance quasi constante. En principe. C'est oublier la volonté maladive de cet homme d'accomplir ses désirs. Certaines femmes qui l'ont connu sans en mourir ont dit de lui au procès « Il est impossible de lui résister, il obtient toujours ce qu'il veut ». D'autres ont dit aussi « Il aime souffrir et faire souffrir ». Jack sait qu'à l'heure où il sera transféré dans cet établissement pour malades mentaux, il n'en sortira jamais plus. Et ce n'est pas cette souffrance-là qu'il veut. Dans cet établissement, on va le traiter comme le malade qu'il est, creuser sa psychose, tenter de la lui extirper.
Il ne veut donc pas y entrer. Et son unique échappatoire, c'est la mort. Une mort annoncée. Il doit mourir avant qu'on l'enferme définitivement dans le monde des fous, puisqu'il l'a dit, et qu'il fait toujours ce qu'il dit. On lui a donné comme vêtement en prison un survêtement et des chaussures de sport, une faveur, car Jack tient beaucoup à sa forme physique. Il fait du jogging dans la journée. L'assassin tient à ses muscles. Dans la nuit de mardi à mercredi, il ne dort pas. La ronde précédente est passée à 3h30, la suivante passera à 4h. À 3h35, Jack a réussi à défaire l'élastique de son pantalon de jogging. À 3h40, il a défait les lacets de ses chaussures de sport. Personne dans cette prison n'a songé aux élastiques. Il est vrai que l'élastique du pantalon est cousu dans le tissu et qu'il est difficile en principe de l'en extraire. Il est vrai aussi que les lacets de ses tennis sont courts. Mais l'élastique, plus les 2 lacets mis bout à bout en 10 minutes, seront suffisants pour Jack. Suffisants, car il a la volonté folle de mourir à tout prix. Et il en faut pour s'étrangler soi-même avec si peu en quelques minutes. Le transfert était prévu à 6h du matin. À 4h, la ronde des 2 gardiens s'arrête devant sa cellule. On ouvre le Judas. Jack l'étrangleur a tiré sa révérence aux médias en s'étranglant lui-même, comme il l'avait annoncé. Un hôtel borgne à Hambourg dans les années 25. On entre, on sort un peu comme on veut. La propriétaire est occupée dans sa cuisine à préparer les boulettes de pommes de terre dont elle se régale. Comme elle est sourde, elle n'entend pas le coup de feu qui vient de retentir dans une des chambres et elle ne voit pas l'homme qui quitte la chambre peu après. De toute manière, elle ne connaît pas non plus l'homme qu'elle va retrouver mort sur le plancher, le visage littéralement explosé par la balle qui lui a été tirée en plein visage, la cervelle a jailli sur le papier qui tapisse les murs. Horst Friedman-Blatt est nerveux. Au dehors, une pluie froide de septembre ne fait rien pour lui arranger le moral. Assis sur le lit en fer de la minable chambre d'hôtel, un autre homme. Sa tenue modeste et élimée dit qu'il se débat mal dans la crise économique qui secoue l'Allemagne. Il est blond, comme Horst. Il a sensiblement la même corpulence et la même petite moustache raide. Il se nomme Elmar Wurmser, chômeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elmar pose un regard interrogateur sur Horst. Attends, il faut que je t'explique. Et l'argent? Quand est-ce que je vais le toucher? T'en fais pas pour ça, c'est du sûr. Tu n'as pas de famille, tu m'as dit. Elmar confirme, l'air ennuyé. Mais oui, je te l'ai dit. Mon père est resté à Verdun pendant la guerre, et ma mère est morte il y a 3 mois, tuberculose. C'est pour ça que j'ai dû quitter l'appartement. Et tu n'as rien trouvé comme boulot? Mais non. Enfin, combien de fois il faut que je le répète? Si j'ai accepté de te suivre dans ta chambre, c'est que je suis vraiment au bout du rouleau. Horst s'est brusquement retourné. Il tient à la main un gros revolver d'ordonnance, comme ceux que les officiers allemands avaient pendant la guerre sur le front des Ardennes. Tu n'as pas peur des armes? Elmar marque un imperceptible mouvement de recul. Non. J'en suis pas certain. N'aie pas peur, il n'est pas chargé. C'est juste pour voir si tu as les nerfs assez solides. Mais enfin, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un tout de même. Non, non. C'est simplement pour savoir si tu es capable de te promener avec ça dans ta poche. Le lendemain, quand la logeuse vient frapper à la porte de la chambre 13 et n'obtient aucune réponse, elle sort son passe-partout et ouvre la porte. Sur le plancher, auprès du lit, un homme est étendu. À côté de lui, un gros revolver. Mein Gott! Quelle catastrophe! La logeuse referme la porte de la chambre, elle appelle la police au coin de la rue. Les policiers ont vite fait le tour de la question. Ah, c'est un suicide, il ne risquait pas de se rater, une balle dans la bouche. Dans le costume 3 pièces du mort, on trouve son portefeuille. Horst Friedman-Blatt, comptable à la société KKZ, une grosse entreprise de matériel agricole. Aucune difficulté pour retrouver la famille. Herr Friedman-Blatt, reconnaissez-vous le corps de votre fils? Le père Friedman-Blatt, dont la moustache tremble d'émotion, fait un signe de tête. Il a de la peine à murmurer.
Reconnaître, c'est beaucoup dire. Il ne reste rien de son visage, mais c'est bien lui. Et puis, il y a sa petite chevalière d'argent. Quelqu'un retire la chevalière et la remet au père. Derrière lui, sa fille Renate. Elle est accompagnée de son mari Fritz Rumpel, un gros homme au teint Rubicon, à la panse rebondie. Il fait partie de la maison car lui aussi est policier. Il appartient au poste de police du quartier et c'est même lui, par le plus grand des hasards, qui a fait les premières constatations dans la chambre d'hôtel. Ils sortent tous les trois de la morgue, l'air accablé. Et les années passent. Tout va bien, monsieur Friedman-Blatt, puis-je me retirer? Mais oui, merci Henri. Vous m'avez préparé mon lait de poule. Il est sur votre table de nuit avec votre carafe d'eau, comme d'habitude, et avec le New York Times. Très bien. Alors, bonne nuit et à demain. Henri et un gilet rayé se retirent silencieusement. Il va sortir les trois Yardell dans le parc pour leurs petits besoins. Les autres domestiques sont déjà couchés et le calme règne sur Walnut Mansion, la splendide propriété de Horst Friedman-Blatt. Au bout du parc, le lac Michigan vient lécher les pelouses. Friedman-Blatt, américain de fraîche date, a les moyens, il est millionnaire en dollars et grand spécialiste de l'importation de fruits exotiques en provenance d'Amérique centrale. Le lendemain, Henri est très étonné de ne pas obtenir de réponse quand il souhaite le bonjour à son maître. Comme chaque matin, il pose le plateau du petit-déjeuner orné d'une rose sur le guéridon au pied du lit et ouvre les lourds rideaux de velours damassé. Le soleil levant pénètre dans la pièce et vient éclairer le visage de Horst Friedman-Blatt. Mais celui-ci ne réagit pas. Il est mort. On est le 21 juin 1948. Une fois les funérailles terminées, les hommes d'affaires s'inquiètent de savoir qui va hériter de la fortune de Friedman-Blatt. Mais il est resté célibataire depuis des années, depuis son arrivée en Amérique, durant l'entre-deux-guerres. À vrai dire, personne ne sait vraiment d'où il vient. Et cette montagne de dollars, qui n'ira à personne. Je me présente, Douglas Larocca, je suis spécialiste en généalogie. Si vous me confiez le dossier Friedman-Blatt, je me fais fort de dénicher les ayants droit. Mon pourcentage sera de 15%. Je pense que vous serez d'accord. Après avoir examiné la carte de Larocca, M. Carson, le responsable de la succession, donne son assentiment en précisant « Voici $1000 d'avance, mais rien d'autre tant que vous n'aurez pas présenté les premiers indices intéressants. » Ok. Que sait-on au juste de ce Friedman-Blatt? Oh, il laissait entendre à ses relations d'affaires qu'il était hollandais. Henri, le maître d'hôtel, en sait un peu plus. Je crois qu'il est arrivé en Amérique à bord du Wilhelm Friedrich, un paquebot de Hambourg en 1925. Ce devait être pendant l'hiver car il m'a raconté un jour qu'il y avait une tempête de neige qui a retardé le débarquement pendant 48 heures. Douglas Larocca connaît son métier, il fait preuve d'acharnement et de patience et consulte toutes les arrivées de bateaux au port de New York pour l'année 1925, soit 23 ans plus tôt. Le Wilhelm Friedrich, immatriculé à Bremenhaven, a effectué cette année-là 3 voyages à New York, dont un au mois de novembre. Il avait quitté l'Allemagne pour rejoindre les États-Unis après une escale à Copenhague. Douglas Larocca se lance alors dans la liste des passagers et y découvre assez vite qu'un passager nommé Horst Friedman-Blatt est monté à bord à Copenhague. Larocca part alors pour Bremerhaven afin d'y consulter les archives, heureusement épargnées par la guerre, de la compagnie maritime. Il y retrouve l'adresse donnée par Friedman-Blatt. Et en consultant l'état civil de la mairie, Larocca découvre la trace de Renate, la sœur du millionnaire américain. Il se rend chez elle. « Madame Fritz Rumpel ?»« C'est moi, à qui ai-je l'honneur ?» Larocca, avec son grand chapeau de feutre et ses semelles de crêpe, a bien l'air de ce qu'il est, un Américain. Et dans l'Allemagne de 1948, ce type de personnage n'inspire qu'une confiance mitigée aux Allemands de la vieille génération, à ceux qui, bon gré mal gré, ont perdu la guerre et souffrent encore des restrictions en tout genre. Dans un allemand approximatif, Larocca entre dans le vif du sujet. « Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Par les temps qui courent, la chose est plutôt rare, mais permettez que j'appelle mon mari Fritz Rumpel. Je ne veux pas profiter seul de votre bonne nouvelle. Voulez-vous une tasse de thé? Offre-lui donc plutôt un verre de schnapps. » C'est Fritz qui vient d'entrer. Il n'est plus le bon vivant d'autrefois et sa bedaine d'avant-guerre a fondu sous les bombes de la débâcle et sous les années.
Nous vous écoutons, monsieur Larocca, Donald Larocca. Voici ma carte. Je suis expert en recherche généalogique. Quel drôle de métier. Alors, cette bonne nouvelle. Eh bien, vous héritez de 3 millions de dollars. Renate pâlit un peu. Elle enlève ses lunettes. Comment ça? Nous héritons de qui? Votre frère, Horst Friedmanblatt, vient de décéder aux États-Unis où il était arrivé en 1925, et comme il n'a pas fondé de famille, vous êtes sa seule héritière, ainsi que votre époux, comme de bien entendu. Fritz Rumpel vient de glisser dans son fauteuil, évanoui. Renate s'empresse pour le ranimer. Sans regarder Larocca, elle proteste avec véhémence. Si c'est une plaisanterie, je la trouve de très mauvais goût. Mais pas du tout. J'ai été chargé de l'enquête par M. Carson, l'homme d'affaires de votre défunt frère, selon la loi américaine. Alors je prélèverai donc 15% sur la valeur de l'héritage, et je pense que vous serez d'accord. Mais enfin, monsieur, on vous a trompé. Sachez que mon frère Horst est mort depuis 1925. Il s'est suicidé ici, à Hambourg, dans un hôtel de 3e catégorie. Mon pauvre père, Dieu ait son âme, a reconnu formellement son corps. Ah, vous faites une erreur. Monsieur Horst Friedmanblatt est décédé il y a 1 an à Gary, dans l'Indiana. On l'a trouvé mort dans son lit. J'ai moi-même fait l'enquête en partant du navire qu'il avait amené aux États-Unis, le William Friedrich. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Renate est furieuse à présent. Tout son corps d'allure fragile tremble de colère. Non seulement mon père l'a reconnu, mais c'est mon époux ici présent, Julius Rumpel, qui a fait les premières constatations d'usage quand il a mis fin à ses jours. Le malheureux s'était tiré une balle en plein visage. Absolument pas. D'ailleurs, tenez, regardez, j'ai apporté son passeport. La photo n'est pas récente, mais je suis certain que vous pourrez le reconnaître. Julius semble sortir peu à peu de son évanouissement inutile, Renate. Autant dire tout ce que nous savons. Larocca s'est figé sur place. Que s'est-il passé en réalité? C'est Renate qui parle en regardant droit devant elle, comme si elle voyait défiler sous ses yeux le film des événements de 1925. Tout est encore si proche dans sa mémoire. Renate, je suis fichu. Qu'est-ce que tu racontes, Horst? Fichu, pourquoi? Ah ben tu sais que j'aime bien jouer un peu aux cartes, au casino aussi. Eh bien, j'ai perdu jusqu'à mon dernier marque. Même l'argent que je t'avais prêté? Oui, même celui-là. Mais je me disais que la chance devait tourner un jour, qu'il s'agissait simplement d'un petit peu de patience. Alors j'ai voulu m'obstiner, continuer à jouer mon chiffre, tu sais, le 22, le jour de ta naissance. Et alors? Si tu avais tout perdu, où as-tu trouvé de quoi jouer encore? Oh, j'ai fait une bêtise, une très très grosse bêtise. J'ai pris de l'argent dans la caisse de la KKZ. D'abord une petite somme, puis une plus grosse. Et ce n'est pas tout. Voyant que j'étais de toute manière perdu, j'ai encore puisé dans la caisse ce matin, cette fois. Le trou est énorme, 10 000 marques. Il faut que je disparaisse et que je refasse ma vie à l'étranger. Je vais en parler à Julius. Il saura quoi faire, lui. Mais Julius, le beau-frère, le policier jovial, se gratte le crâne sans savoir que dire. Lui aussi est bien d'accord, le vieux Friedmanblatt est capable de casser sa pipe s'il apprend l'inconduite de son fils, ou de vendre la maison pour rembourser les dettes. Où irons-nous loger s'il vend tout, demande Renate. Ça et ma carrière, un policier beau-frère d'un voleur. Je n'aurai plus qu'à donner ma démission. Larocca interrompt le récit de Renate. Mais pourtant vous dites qu'on a trouvé son cadavre dans un hôtel. Eh bien justement, on a retrouvé un cadavre. Mais ce n'était certainement pas celui de mon frère. Mon pauvre père, dont la vue était déjà bien faible, a reconnu la bague de Horst sur le cadavre. Mais Julius et moi, nous avons remarqué que l'inconnu de l'hôtel n'avait pas du tout la même forme de main que Horst. Ce n'était pas lui. C'est Horst qui a assassiné cet homme d'une balle en plein visage pour empêcher l'identification. Nous avons appris par la suite qu'il s'appelait Homser. Horst avait glissé dans sa poche ses papiers personnels, sa carte de club de tir, celle de son amicale d'étudiant. Mais il avait gardé son passeport. Personne ne recherchait plus Horst Friedmanblatt, puisqu'il venait de se suicider. Mais nous avons eu du mal à empêcher le vieux Friedmanblatt de vendre sa maison pour rembourser les dettes. Nous avons eu chaud. Larocca est perplexe, mais il réagit vite. De toute manière, crime ou pas, c'est vous qui héritez. Mais qu'allons-nous devenir? Gémit Julius effondré dans son fauteuil. La question trouve bientôt une réponse heureuse. Il y a prescription pour le crime, et pour la présomption de complicité de Julius et Renate également. Mais celle-ci, pour mettre son âme en accord avec le ciel, refuse absolument de toucher 1 centime de l'héritage. Après tout, c'est la banque, la KKZ, qui devrait être dédommagée.
ou la famille du pauvre Wamser, s'il avait eu le loisir d'en fonder une. Alors finalement, l'argent ira à la Croix-Rouge internationale. Loïc! Loïc! C'est une fille! Une fille! La Bretonne qui s'époumonne en perd ses sabots en courant dans le pré. Loïc, qui pousse la charrue derrière sa vieille jument, lâche les mancherons pour courir vers la ferme. En arrivant, il trouve la maison pleine de femmes. Dans le lit clos, Anne tient dans ses bras la petite. On l'appellera Marie-Thérèse, et il embrasse la petite comme s'il voulait la manger. Dehors, les 5 garçons qu'il a déjà attendent la permission d'entrer pour voir cette curiosité, une petite sœur. Elle ira loin peut-être. 10 ans plus tard, Marie-Thérèse, que tout le monde nomme Maï, pousse bien. Elle est jolie comme un cœur et chante toute la journée les vieilles chansons bretonnes, les Querziou et les Sognou lancinants. Parfois, elle va jusqu'au château des Versigny-Bellange, les maîtres du pays, pour y porter les œufs récoltés par sa mère. La vieille marquise prend plaisir à sa visite. « Alors, Maï, tu chantes encore ? Viendras-tu chanter dans la chapelle du château pour ma fête ? » ?»« Oui, madame, quand vous le voudrez. » Elle est charmante, cette enfant, et toujours si propre, si soignée, si bien élevée. La marquise douairière jette un coup d'œil à la gamine à travers son face-à-main. Je dirais même qu'elle est distinguée. Elle finira par épouser un gros fermier, ça se voit déjà. Ce que la marquise ne voit pas, c'est qu'un jour la petite Maï dormira dans son propre lit, sous son baldaquin de soie Pompadour. En partant, la petite Maï aperçoit son reflet dans les vitres du salon. Elle ne peut s'empêcher de s'arrêter un instant pour corriger un faux pli dans son petit fichu bien propre. À l'école, l'instituteur, lui aussi, apprécie Maï, qui travaille avec beaucoup de sérieux et d'énergie. Je te félicite, Maï. Continue comme ça et tu arriveras. Où cette petite Bretonne qui vit dans une ferme, au sol en terre battue, peut-elle espérer arriver? Au chef-lieu de canton, si le bon Dieu veille sur elle? Plus loin, peut-être. Justement, on inaugure le chemin de fer qui vient d'arriver à Lannion. Et Maï, qui a bien travaillé en classe, est autorisée à aller passer la journée à la ville. Elle est chaperonnée par Erwan, Gilda, Jacquec, Corentin et Malo, ses 5 frères aînés. Elle ne risque rien. Si, elle risque d'être éblouie par la ville. Et c'est ce qui arrive. Vous savez la nouvelle? Non, qu'est-ce qui se passe? Victor Hugo est mort. Oh, le pauvre homme. Cette mort du grand poète va changer la vie de Maï. En effet, elle est invitée, avec les meilleurs élèves de sa classe, à un voyage fantastique. Par le chemin de fer, justement, un voyage à Paris, 2 jours par train spécial, pour permettre au bon peuple de France de venir rendre hommage au génie national. Alors c'était comment ces funérailles? Oh, Maï n'a pas vu grand-chose du catafalque géant couvert de fleurs, des cohortes officielles. Elle n'a pas entendu les fanfares lugubres qui exécutaient les grands airs du répertoire. Ah, Paris, Paris, si vous saviez. Les magasins, les monuments, la Seine, les dames élégantes, les gardes républicains sur leurs chevaux. Ah, les mots lui manquent. Maï conclut son récit en décidant « J'irai vivre à Paris ». Son père, Loïc, n'est pas trop content de cette idée. On raconte tant d'histoires sur les jeunes bretonnes qui vont dans la capitale dans l'espoir d'entrer dans des maisons bourgeoises et qui finissent dans des maisons qui n'ont rien de bourgeois. Mais la petite Maï est si convaincante, si obstinée qu'elle part un jour. Elle est loin de deviner ce qui l'attend. Alors, Maï, tu veux gagner 5 francs facile? Si c'est pour du travail honnête, bien sûr. Il s'agit de poser pour des peintres. Mais je n'ai pas de robe convenable à me mettre. T'es bête. Quand on pose, on n'a pas besoin de robe. Avec ton allure, tu feras une déesse superbe. Et comment elles sont habillées, les déesses? Mais espèce de bécasse, elles sont toutes nues. N'aie pas peur. Le professeur est là et les rapins sont bons garçons. Et c'est ainsi que Maï devient modèle pour les peintres. Renoir, Monet et d'autres que personne ne connaît encore l'immortalisent. Il faut bien vivre. Maï, tu vas à la fête demain? Quelle fête? Le marquis de Villemont invite 200 femmes et leurs hommes à un dîner sur la butte. Maï participera à la fête. Le foie gras trône sur les buffets et les poulards de rôti aussi. Le champagne coule à flot. Un des organisateurs réclame le silence et annonce 20 louis pour celle qui se mettra toute nue. L'assistance se fige. Qui aura l'audace de relever un tel défi? Paris tenu! Tous les regards se tournent vers la jolie Maï. Sans rougir, comme à l'atelier, elle est déjà dans la tenue d'Ève. Elle tend la main et l'audacieux qui a lancé le défi lui remet les 20 louis d'or.
Maï, triomphante, fait le tour de la salle à califourchon sur les épaules du monsieur. On scande son nom et on l'entend jusqu'au poste de police tout proche. Maï Le Guilvinec, la cour vous condamne à 2 mois de prison et 200 francs d'amende pour scandale et attentat à la pudeur dans un lieu public. Mais enfin, monsieur le président, j'ai été déshabillé de force. On a manqué me violer. Rien n'y fait. La jolie Maï connaît la paille humide de Saint-Lazare, la prison de femmes. C'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Loïc, une lettre de Maï. Faudra demander au recteur de nous la lire. Et c'est donc le curé de la paroisse qui donne des nouvelles. Bien chers parents, je vous écris de Londres, où je suis installé depuis 2 mois avec mon mari, Maurice Schumacher. Il a laissé son emploi de Fort des Halles et nous avons ouvert un commerce de fruits et légumes. Maï ferait-elle une faim? Dorénavant, la famille reçoit très régulièrement des nouvelles de notre Maï. La vie à Londres doit être moins chère qu'en Bretagne, car très régulièrement, ces lettres sont accompagnées de petites sommes d'argent pour montrer qu'elle participe à toutes les fêtes de famille. Le mariage d'Erwan, celui de Gildas, celui de Jacquet, celui de Corentin et celui de Malo. Et les naissances. Maï a les moyens d'être généreuse. Un jour, il y a de mauvaises nouvelles. Maurice est mort de tuberculose, disent les médecins, et aussi de cirrhose du foie. Je reste ici, j'y ai mes amis, je me débrouille. Auriez-vous l'amabilité de me prêter vos jumelles un instant? Mais je vous en prie, mademoiselle. Vos jolies mains les manipulent si bien que j'aurai scrupule à les reprendre. Gardez-les. Et c'est ainsi sur le terrain de course d'Epsom que la jolie Maï, à qui le noir va si bien, rencontre l'ancien prétendant au trône d'Espagne. Un descendant direct de Louis-Philippe, le roi des Français. Un Bourbon authentique. C'est le coup de foudre immédiate. Maï, qui a fait bien du chemin depuis sa lande natale, l'éblouit littéralement ce descendant de Louis XIV. Pas mal, pour une petite Bretonne en sabot. Nous devrions rester à Paris, ma chère, c'est la seule ville digne de notre amour. Comme vous voudrez, mon ami, je suis prête à tout pour vous rendre heureux. Et c'est ainsi que Maï, ancien modèle nu, retrouve Paris, ses fêtes, ses mondanités, les plaisirs d'une époque un peu folle pour ceux qui possèdent l'argent nécessaire. Mais son amant titré, riche et généreux, est une cible de choix pour toutes les jolies femmes qui rêvent de finir leur jour richement dotées. M'êtes-vous fidèle, mon ami? L'Altesse royale esquive la question. Ma chère Marie-Thérèse, je vous suis fidèle par le cœur. Maï ne répond rien, mais à partir de ce jour, elle surveille de près son amant presque couronné. C'est ainsi qu'un jour, elle le voit sortir d'une grande maroquinerie. Son valet le suit, et elle assiste au transport jusqu'à la voiture princière de toute une série de mâles ornés d'un monogramme très féminin. Elle reconnaît celui d'une rivale bien connue dans le demi-monde. Maï, oubliant toutes ses manières distinguées, n'hésite pas, et pour marquer sa désapprobation, à briser son parapluie sur le crâne du descendant des rois de France. Madame Marie-Thérèse de Guilvinec, le tribunal vous condamne à 100 francs d'amende. L'Altesse royale sort du palais sans un regard pour celle qui partageait sa vie avec tant d'élégance. Fini la vie de château. Mais notre petite Bretonne ne se laisse pas surprendre par l'adversité. Elle a fait sa plotte en prévision de jours pénibles. « Voilà tante Maï, voilà tante Maï !» Les innombrables petits-neveux et nièces de Marie-Thérèse se précipitent vers l'automobile, la première que l'on voit dans le village. Et les anciens condisciples de Maï n'en croient pas leurs yeux. La gamine qu'ils ont connue, en sabots, même pieds nus, dans les prairies d'été, apparaît dans une tenue de la dernière mode, le cou enfoui dans des fourrures précieuses. Un chapeau splendide, tout en soie et en dentelle, met en valeur son teint de rose et ses grands yeux bleus. Un collier de perles achève le tableau. La métamorphose est incroyable. Maï annonce à sa famille « Je crois que je vais voyager un peu pour me changer les idées. » Où comptes-tu aller? À Lannion? À Guingamp? Maï éclate de rire. Mais non. Je vais aller un peu à Monte-Carlo, puis à Baden-Baden. Je pousserai peut-être jusqu'à Budapest où la baronne Scorzani m'invite pour l'été, et puis je rentrerai à Londres pour l'ouverture de la saison. Les neveux et les nièces se précipitent sur l'atlas de l'école pour savoir où se trouvent ces pays merveilleux qui, pour tante Maï, semblent être la proche banlieue. C'est à Londres, lors d'une garden party donnée par le duc de Cumberland, que Maï Le Guilvinec, très lancé dans la haute société, fait la connaissance de William Grant, héritier d'une fortune colossale construite sur le zinc. William Grant, bel homme distingué, est veuf, et il est aussi le père de 2 grandes filles, Gwendoline et Mirella. Désormais, Maï, l'ancienne petite paysanne du Trégor, va leur servir de maman de remplacement. Elle devient la maîtresse de maison appréciée du tout Londres et de la haute société internationale. Les duchesses et les princesses, presque sans exception, l'apprécient pour sa parfaite distinction. Maï est une des reines de Londres.
Elle est présente quand Gwendoline et Mirella deviennent à leur tour les épouses de jeunes gens titrés qui siégeront un jour à la Chambre des Lords. C'est le moment qu'attend son cher William pour lui dire « Ma chère Marie-Thérèse, voulez-vous devenir la nouvelle Madame Grant ?» Maï, en faisant une révérence de cour, répond « Je suis votre servante ». William la relève, lui passe au doigt un diamant étincelant. C'est ce diamant qui allumera un éclair d'intérêt dans l'œil de la reine Mary lors de la présentation officielle du couple à la cour. Qu'ils sont loin, les sabots de Bretagne. Maï, photographiée par les meilleurs artistes de son époque, apparaît dans les magazines internationaux comme l'image même de l'élégance la plus parfaite. Rien de clinquant, toute discrétion et bon ton. Ma chérie, que diriez-vous d'un voyage en Égypte? J'en rêve, mais vos affaires vous appellent-elles là-bas? C'est une surprise. Vous l'apprécierez certainement. La surprise est de taille, car là-bas, au bord du Nil, William Grant se livre à une autre de ses passions, les fouilles archéologiques. Et voici Maï qui côtoie quotidiennement les pharaons de la 5e dynastie et les autres. Comme de bien entendu, elle se révèle une collaboratrice hors pair pour son archéologue de mari. Je me demande, ma chère, si vous n'êtes pas une réincarnation de la célèbre Néfertiti. Marie répond en souriant. Après l'Égypte, j'aimerais tellement retourner avec vous en Bretagne. Il faut que je vous fasse découvrir mon pays. Mais, cher ami, j'ai déjà fait un projet qui va vous surprendre et je l'espère vous plaira. Et c'est ainsi que Maï, lors de son séjour suivant en Bretagne, se voit conduire au château des Versigny-Bellange. William Grant, son mari multimillionnaire, vient de l'acheter tout meublé. Quelques jours plus tard, Maï, la fille de Loïc Le Guivenec, dort dans le lit à baldaquin de la marquise. Ma chère amie, très bientôt, vous serez Lady Grant. Que voulez-vous dire? Sa Majesté George V a décidé de m'anoblir, et vous aussi par le fait même. Pour le coup, Maï se sent défaillir. La vie est un rêve, comme dit le poète espagnol. Mais son cher et tendre William quitte ce bas monde. Maï mène le deuil, entouré de l'affection de Gwendoline et Mirella, de leurs époux et de leurs enfants. La cour de Buckingham envoie ses condoléances. Qu'ils sont loin, les sabots de son enfance. 10 ans plus tard, en 1940, Maï, qui passe une grande partie de son existence à couvrir sa patrie bretonne de ses bienfaits, est surprise dans son château par l'arrivée des Allemands. « Madame, vous êtes de nationalité anglaise. Considérez-vous comme prisonnière de guerre. » La chance semble tourner puisque Maï se retrouve, pour la seconde fois de son existence, sur la paille humide des Cachous. Mais aujourd'hui, en 40, c'est pour le bon motif. Les Allemands la prennent pour une dangereuse ennemie malgré ses cheveux blancs et le ruban de velours noir qui souligne discrètement l'élégance de son cou. Mais la chance est toujours avec elle. « Madame, vous avez été victime d'un excès de zèle, d'un officier imbécile, vous êtes libre. » Lady May Grant respire en recevant les excuses d'un officier de Front Paulus qui vient lui annoncer pratiquement dans la même phrase 2 faits notoires. « Vous pouvez vous rendre librement à Paris, mais je vous avertis que nous réquisitionnons votre domaine pour en faire le quartier général du Reich dans votre région. » Et c'est ainsi que Lady Grant se renferme dans son grand appartement de la rue de Rivoli pour y voir 4 ans durant défiler les forces nazies dans la ville à laquelle elle doit tout. 1944, la libération de Paris. L'âge de Lady Grant ne lui permet pas de se mêler à la liesse populaire. Pourtant, elle sait encore sortir ses meilleures bouteilles de champagne et ses réserves de foie gras pour recevoir dignement le général Birking, un des libérateurs de la capitale, et l'époux de la chère Mirella. Encore quelques années, Maï rejoint son château en Bretagne. Les brevets déposés par la famille Grant lui rapportent suffisamment d'argent pour qu'elle puisse arroser la région, bâtir des bâtiments utiles à la communauté, mairie, salle des fêtes. Et si je construisais un nouveau château, plus moderne, plus confortable que le vieux domaine des Versigny-Bellange? Eh bien, sitôt dit, sitôt fait. Du coup, les petits-neveux, les petites-nièces se demandent si tante Maï ne devient pas folle. Elle n'ira pas jusqu'au bout de son projet. Aujourd'hui, au terme d'un destin fabuleux, elle demeure sculptée dans le marbre aux côtés de son mari, pour l'éternité, dans la chapelle qu'elle a construite à cet effet. Tout ce que je vais vous raconter s'est passé dans le secret le plus absolu, durant la période du 13 août 1977 au 30 octobre 1979. Plus de 2 années de silence. Mais le 30 octobre 1979, ce fut le jour crucial. Manfred D. industriel, la quarantaine dynamique, dans une Allemagne de l'Ouest en pleine expansion économique. L'homme fait de la bicyclette tous les matins pour se rendre à son usine.
Arrivé dans son bureau, il s'offre un petit déjeuner diététique léger, céréales et fruits. Il est environ 7 heures du matin lorsqu'il s'attaque à une demi-heure de gymnastique dans une salle spécialement aménagée pour les cadres de son entreprise. Il est seul, car il est toujours le premier. Après sa douche, chaude, puis froide, il revêt l'uniforme de la journée, costume, cravate. Manfred exporte ses produits dans le monde entier. Ses journées sont rudes et longues. Il ne rentre chez lui que vers 19 heures, lorsqu'il n'a pas de dîner d'affaires. Chez lui, c'est une vaste maison moderne construite sur ses propres plans à environ 5 kilomètres du centre-ville. Son épouse, Magdalena, 35 ans sans profession, s'y ennuie luxueusement entre un jardin à l'anglaise, un atelier de tapisserie, une bibliothèque, une salle de musique et 2 chiens. Les 2 domestiques, un homme et une femme, quittent le domicile de leurs employeurs après le dîner de madame. Un encas est préparé pour monsieur, qui n'a pas d'heure fixe. Magdalena a quelques amis, une mère qui vit en Suisse et qu'elle voit rarement. Magdalena s'ennuie à mourir. Mariée depuis 9 ans, elle n'a pas d'enfant. Cette année a été la consécration, si l'on peut dire, de son état de mère frustrée. Manfred, qui jusque-là a renâclé à subir les examens nécessaires, s'est vu confirmer qu'il était stérile. Un grand silence a suivi dans ce couple apparemment doué pour une vie heureuse. Personne n'est au courant de leurs problèmes. Manfred ne parle jamais de progéniture. Il n'a pas de famille proche. Quant à Magdalena, elle répond régulièrement à sa mère « Je ne suis pas décidée ». Manfred est terriblement occupé, il voyage énormément, et je ne le vois pas s'occuper de l'éducation d'un enfant. À 35 ans, Magdalena voit filer ses chances d'être mère à une vitesse vertigineuse. Donc nous sommes le 13 août 1977 aux environs de 19 heures et Manfred rentre chez lui. Magdalena est allongée dans le jardin sur un rocking chair. Jolie femme, sans grand éclat mais élégante. Lorsque Manfred l'a épousée, elle s'occupait des relations publiques dans une chaîne de grands hôtels internationaux. La tapisserie, même la tapisserie d'art, ce n'est pas la même chose. Manfred s'installe aux côtés de son épouse, dénoue sa cravate et annonce « J'ai pris une décision. Tu vas faire un enfant. » « Un enfant ? Tu es fou. Si nous n'avons pas d'enfant, toi et moi, nous finirons par divorcer. Je vois bien que tu supportes mal cette situation, alors il faut en finir. La tendresse n'est pas l'élément dans lequel cet homme exprime le meilleur de lui-même, et pourtant, à sa manière froide de décideur, il s'explique. Je t'aime. C'est un point sur lequel je ne reviendrai pas. Je ne veux pas te perdre, donc, tu vas faire un enfant. Magdalena est choquée. Si tu penses à utiliser les services d'une mère porteuse ou une fécondation en laboratoire, je te signale que le médecin est absolument pessimiste. Il est clair que la stérilité est ton problème et pas le mien. Eh bien justement, j'y ai bien réfléchi. La solution est ailleurs. Je voudrais te présenter quelqu'un. Comment ça, quelqu'un? Non mais j'ai peur de comprendre. Un garçon tout à fait bien. Je l'ai engagé comme responsable de ma succursale en Angleterre. Un ingénieur, 38 ans, extrêmement responsable d'ailleurs et discret. Tu lui en as parlé? Pas encore. Je voulais d'abord que nous soyons d'accord, toi et moi. Mais lui, comment peux-tu imaginer qu'un homme soit disposé à me faire un enfant dont il ne sera pas le père? Car il ne sera pas le père officiel, c'est ça? Bien entendu. Mais enfin, c'est ridicule. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Il n'y a qu'à adopter un enfant. J'y ai pensé aussi. Je trouve préférable d'en adopter un qui soit de toi. Enfin, tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Me retrouver en face d'un inconnu et hop, comme ça, juste pour ça? Mais enfin, c'est de la prostitution. Non, je peux pas. Magdalena, si le rapport que tu as avec cet homme n'a lieu qu'une fois, ou un minimum de fois, et dans le seul but de faire un enfant, je n'appelle pas cela de la prostitution. Et tu supporterais. Non seulement je supporterais, mais j'en ai envie. Tout comme toi. Tout autant que toi. J'ai de la fortune, une entreprise, quelque chose à léguer. Sans enfant, je travaille pour qui? Cette conversation entre époux ne sera connue que bien plus tard. De même que la suivante entre Manfred et son employé Karl, ingénieur, vivant à Londres et soudain convoqué dans le bureau du boss avec dîner en tête-à-tête 2 jours plus tard. Ainsi qu'à son habitude, Manfred est direct, concis, organisé.
Après avoir expliqué son problème, argumenté simplement sur sa décision, il va droit au but. J'ai donc choisi la solution qui nous convient le mieux, ma femme est d'accord. Il ne reste plus que vous. Bien entendu, vous renoncez à tout recours de paternité et la somme que je vous propose me paraît confortable. Vous débutez dans la vie, voilà qui vous permettra d'aller un peu plus vite que les autres. 10 000 marks pour une nuit avec ma femme. La date est fixée, c'est dans une semaine. Elle connaît parfaitement les meilleurs jours de l'ovulation. Elle est suivie depuis plus de 3 ans dans ce but. J'y ajouterai à la naissance 10 000 marks pour une fille et 15 000 marks si c'est un garçon. Nous établirons un contrat. J'exige bien sûr le silence total sur cette affaire. Estomaqué, Karl refuse d'abord de participer à une opération aussi scabreuse. Mais le patron ne lui donne guère le choix. Vous devez comprendre que si vous refusez, nous devons nous séparer. Je ne peux pas me permettre de garder dans l'entreprise quelqu'un qui soit au courant et serait peut-être tenté un jour de se servir de cet argument contre moi. Que tout ceci soit clair, j'ai besoin d'un héritier, je paye, et vous retournez en Angleterre. Nous envisagerons un poste plus éloigné et plus rémunérateur dans l'avenir, afin de vous éviter des rencontres gênantes. Je crois savoir que la filiale de New York vous intéresse. Accord conclu. L'organisation prévue est parfaite. Week-end de travail dans un hôtel de montagne en Suisse. Une suite est réservée pour monsieur et madame D, avec un salon contigu à la chambre de l'ingénieur. Le trio s'installe pour 3 jours, du vendredi au lundi matin. On imagine l'ambiance. Présentation. Bonjour madame, bonjour monsieur. Le vendredi soir, Magdalena est indécise. Un sursaut de gêne. Je ne vais pas pouvoir, Manfred. Surtout en ta présence. Je vais prendre un somnifère. Tu n'auras qu'à rester dans le salon et filer dans sa chambre dès que je serai endormi. Enfin bon sang, fais un effort. Tu le désirais tant, cet enfant. Il est là, à ta portée. Faire l'amour avec cet homme tout de même. Mais tu ne fais pas l'amour, tu nous fais un enfant. Magdalena, je t'en prie. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Il a eu ses 10 000 marks. Comment ça, tu l'as payé d'avance? Mes stratégies de prise de risque. J'ai tablé sur le fait qu'il n'oserait pas reculer une fois l'argent sur son compte. Mais toi, je n'ai pas de stratégie pour toi. Je suis démuni, sans défense. Il n'y a que toi pour accomplir la chose. Ta décision. Oh, laisse-moi attendre demain. Je ne préfère pas. Vous n'avez aucun intérêt à faire connaissance tous les deux. Moins vous en saurez sur vous, plus ce sera anonyme. Crois-moi, j'ai bien réfléchi. Mais demain, je n'oserais pas le regarder en face. Il te plaît pas? C'est ça? J'ai mal choisi? Je t'en prie, mon Fred. C'est ridicule. Ce garçon est tout à fait correct. Alors vas-y! Dans la nuit du vendredi au samedi, Magdalena D. s'est rendue 2 fois dans la chambre de Karl à 2 heures d'intervalle. Explication. La première fois, j'étais trop nerveux, c'était impossible. Je suis retourné dans notre suite. Manfred dormait, abruti de somnifères. J'ai encore réfléchi. J'ai décidé de boire du champagne avec Karl et de me jeter à l'eau. Aucun commentaire particulier sur le samedi et le dimanche. Karl a travaillé dans sa chambre. Manfred est parti faire une randonnée en montagne. Magdalena a profité du soleil, de la piscine. Elle a ensuite dîné en tête-à-tête avec son mari. Le dimanche de même, le lundi, ils ont repris la route. Et l'aboutissement normal et attendu s'est produit 9 mois plus tard. Magdalena a mis au monde un enfant superbe, de 8 livres. C'était un garçon. Karl, le remplaçant, a évidemment touché sa prime de 15 000 marks supplémentaires. La naissance du petit héritier a transformé Magdalena. Un bonheur pareil était visible pour tout le monde, ses amis, sa mère, les domestiques, chacun s'entendait pour dire que la jeune femme était dans une forme éblouissante. Il était mort l'ennui. Elle était loin à la tapisserie. La nurserie prenait toute la place dans cette maison sans vie. Teddy a eu 1 an en août 1978. La famille a pris des vacances aux Antilles. Teddy a eu 2 ans en août 79. Magdalena et son fils ont pris des vacances à Genève avec la grand-mère. Manfred avait du travail. Seul, dans sa grande maison désertée, face à lui-même, il a fait le bilan. Morale en baisse, rendement médiocre, dépression grave à l'horizon. Il est allé consulter le médecin de famille, un ami. Je n'y arrive pas. Je craque. Qu'est-ce qui se passe, Manfred? Je ne t'ai pas vu depuis la naissance de ton fils. Tu avais l'air en pleine forme. Un miracle pareil, c'est une bénédiction pour toi. Parlons-en du miracle.
J'ai fait tous les efforts possibles, je n'y arrive pas. Hier, quand j'ai accompagné Magdalena à l'avion, il s'est passé quelque chose, un déclic. J'ai compris. Il faut que je t'avoue quelque chose. Teddy n'est pas mon fils. J'ai loué les services d'un type pour que nous ayons un enfant. Tout s'est bien passé. Bien mieux que je ne l'espérais moi-même. Sauf que le jour de sa naissance, j'ai pris un choc dans l'estomac. Impossible de le prendre dans mes bras. J'ai dû me forcer. Une révulsion terrible. Le visage de cet enfant, cette réalité soudaine, c'était insupportable. Il n'était pas de moi, ni à moi, je ne le supportais pas. Alors j'ai fait des efforts. Ces 2 dernières années, j'ai essayé de jouer au papa, de faire des guili-guili. Et à chaque instant, je pensais, regarde-le, il est à ce type, il porte la marque de ce type, c'est un étranger pour toi. À en devenir fou. Plus j'essayais de me convaincre, plus ce gosse me devenait insupportable. Magdalena a fini par s'en rendre compte. Nos relations se sont détériorées complètement. Et hier, quand elle a pris l'avion, que j'ai vu cet enfant dans ses bras, accroché à son cou, qui ressemble à l'autre, je me suis senti soulagé. J'ai dit, Magdalena, je divorce. Tu auras une pension alimentaire, j'autorise Karl à faire une demande de paternité. Je veux que tout soit clair au grand jour. Il y aura sûrement un procès. Ce que nous avons fait est illégal, mais je préfère payer, avouer, et ne plus supporter ce poids moral. Tu fais une dépression. C'est une histoire de fou. Enfin, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je te connais bien, ton caractère, ton comportement. Je t'aurais mis en garde immédiatement. C'était inévitable que tu ne supportes pas. Tu es trop entier, trop orgueilleux, trop possessif. Ça ne pouvait que faire un désastre. Fini la belle histoire ou la vilaine histoire. Le remplaçant en paternité assistée a dû reconnaître son fils. Mais il n'est pas tombé amoureux de la mère. Ce n'était pas prévu, ni dans le contrat, ni dans le procès, ni dans la vie. Magdalena a obtenu un divorce plus qu'honorable. Son fils a changé de nom. Charge lui a été donnée d'instruire son rejeton sur ses véritables origines lorsqu'il aura atteint l'âge de raison. Quel âge? Quelle raison? Les hommes atteignent-ils jamais l'âge de raison? Au jeu qu'ils inventent, on pourrait légitimement en douter.